bonjour Enzo, tu es CEO de Tank DAO, donc un studio de développement Web3 et CEO de Fungible Strategy, donc une startup de conseil assistana dans le business model et levée de fonds stratégie dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans le Web3 s'il te plaît? Yes. Bonjour Pierre, merci de me recevoir sur BlockX. Alors mon parcours blockchain, j'ai envie de dire qu'il a commencé de manière un peu scolaire. C'est-à-dire que j'ai commencé en fait à me renseigner un petit peu sur les blockchains comme tout le monde 2017-2018 quand je voyais des petites quêtes pour gagner des cryptos par-ci par-là. Mais par la suite, je me suis surtout intéressé en faisant des cours en ligne. C'est-à-dire que j'ai pris notamment le cours Blockchain Revolution de l'INSEAD sur Coursera. Donc c'est vraiment très scolaire, mais globalement c'est une spécialisation de 4 cours sur euh, comment apprendre un peu plus sur les blockchains d'un point de vue très très débutant dès le départ, qu'est-ce que sont les blockchains, qu'est-ce qu'on peut faire avec, jusqu'au dernier cours, on en arrive à la création d'un business model. Donc bon, effectivement, c'est une approche un petit peu particulière, mais disons qu'à la fin, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'entreprises autour de moi qui utilisaient les blockchains, notamment une pas plus loin que sur mon téléphone portable, c'était le navigateur que j'utilisais, donc Brave, Brave Software, donc pour ceux qui connaissent, c'est le petit lion orange. Voilà, il se trouve que ce navigateur rémunère les utilisateurs sur les pubs qu'ils peuvent voir. Et puis, par pur hasard, quelques temps après, Brave a lancé son premier processus de recrutement d'ambassadeurs. Je me suis dit, j'ai découvert ce navigateur avec sa vision un peu plus blockchain. Ça serait super de pouvoir en parler autour de moi et de créer toute une communauté autour. Donc, je suis devenu ambassadeur français. Comme c'était le tout début de l'initiative, en tout cas, j'ai pu aussi participer à la création donc, de la plateforme, du Discord, avec tous les ambassadeurs monde. D'ailleurs, super intéressant, hein. Enfin, je veux dire, on rencontre des gens qui viennent de partout, qui sont passionnés de blockchain, pas forcément du navigateur, bien sûr. Et donc, globalement, bon, c'était vraiment quelque chose, tu vois, une position de bénévolat, mais ça m'a permis d'interagir avec la communauté. J'étais modérateur sur le Telegram Brave avant qu'il soit malheureusement hacké quelques mois plus tard. Ça, c'est une triste histoire, mais bon, il faut faire attention et bien protéger les comptes des administrateurs. Et puis c'était aussi un endroit où j'ai rencontré une personne en particulier, un ambassadeur US de Brave, qui trouvait que j'avais fait un très très bon travail sur la mise en place des réseaux sociaux français, des groupes de communication français, de la traduction du contenu, et m'avait proposé de travailler avec lui sur un projet sur la blockchain NIR Protocol. Et donc ce projet, c'était mon premier projet, c'était Tank DAO. On peut dire Tank, c'est un peu plus simple, mais voilà, c'est le premier projet. Je ne sais pas si tu as des questions avant que je continue plus loin, parce que je pourrais parler pendant des heures sans m'arrêter, mais Non, non, mais c'est super. Enfin, déjà, première approche scolaire pour déjà avoir les fondements théoriques qui sont aussi très importants pour comprendre les subtilités technologiques, arriver sur les business models et comprendre aussi derrière, dans la réalité, comment tout ça se transpose et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Ça se traduit par des petites expériences et puis derrière, du coup, l'expérience de Tank. Donc aujourd'hui, tu travailles sur trois gros clusters de projets. Donc le premier dont on va parler, enfin, on va parler des trois, mais donc vous avez standardisé du code pour lancer des projets de NFT sur NIR. Le deuxième, du coup, va être un protocole d'incentive pour identifier et récompenser les utilisateurs de DIA qui sont vachement importants. Et le troisième, ça va être plutôt du tooling DAO sur Stellar. On va rapidement rebalayer les trois. Surtout, tu peux détailler davantage ceux qui t'intéressent le plus. Est-ce que tu peux, voilà, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui sur ces trois projets? bon, déjà, je vois que tu as bien fait tes devoirs. Effectivement, il y a en fait Tank, c'est un studio de développement donc qui a développé plusieurs solutions. Notre première solution, celle qui nous a permis en tout cas de gagner en maturité et en notoriété, c'est effectivement notre code open source pour le lancement de NFT Generative Collection sur la blockchain Protocol. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé ce code qui permet à toute personne de pouvoir lancer sa collection. Donc avant, ce n'était pas possible, mais maintenant c'est possible, aussi simple que ça puisse sembler. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre ce code open source? Tout simplement parce que ce serait quand même dommage déjà de rendre privé ce genre d'informations qui permettent quand même à la blockchain de gagner en importance. Et puis, c'était assez satisfaisant d'ailleurs de participer au lancement des premières collections génératives sur la blockchain. Après, l'idée aussi, c'était de se dire que comme on a créé le code open source de base, tous les projets qui par la suite voulaient le fork pour pouvoir lancer leur propre collection, il suffit qu'ils n'aient pas de développeurs ou qu'ils aient envie de créer des fonctionnalités supplémentaires par-dessus pour qu'ils viennent nous voir, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a créé le code, donc on est plus à même de pouvoir le modifier pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé tout un business model de l'incubation de projets NFT où ces projets venaient nous voir. Nous, on leur proposait en fait de développer le code pour eux ou alors d'ajouter des fonctionnalités en échange éventuellement soit d'une commission fixe, soit d'un pourcentage sur les fonds lors de la vente des NFT. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un peu notre première solution. Après, en fait, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que on n'était pas que sur la spéculation, parce que c'est vrai que des collections NFT, c'est beaucoup d'art.
l'art c'est bien, mais c'est pas le seul usage des NFT. Nous, c'était un cas d'usage qui pour nous paraissait essentiel parce que il fallait être compétitif par rapport aux autres blockchains, donc il fallait que cette solution soit là puisqu'elle est disponible sur les autres blockchains. Mais clairement, pour nous, c'était surtout un point de départ pour gagner une notoriété et pouvoir construire des produits qui ont plus de sens. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé finalement à la création de nos deux autres produits, donc qui sont tous les deux en cours de développement, mais qui j'espère pourront bientôt délivrer. Donc le deuxième, c'est en fait une solution de rémunération de l'engagement des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Alors comme ça veut absolument tout et rien dire à la fois. Mais globalement, l'idée, c'est de se dire que nous, on répond à deux problèmes. Le premier problème, c'est d'être capable de déterminer qui sont les utilisateurs qualitatifs des applications décentralisées. Et la manière dont on a décidé de le faire, c'est évidemment de capitaliser sur notre expertise sur les NFT, en ayant une utilité très intéressante, qui est cette fois-ci de pouvoir en réalité fetch, du moins récupérer l'historique des interactions de wallets avec des smart contracts de dApps, donc d'applications décentralisées, pour être capable de savoir, OK, donc cette personne, elle a interagi un certain nombre de fois avec cette application, celle-ci a interagi 10 fois plus, etc., pour pouvoir en réalité établir une liste des utilisateurs en fonction de leur interaction et pouvoir leur émettre des NFT, entre guillemets, commémoratifs qui servent de preuve d'engagement. Et donc, ces NFT de preuve d'engagement, évidemment, on ne va pas les airdrop aux utilisateurs directement parce que sinon, ils vont se dire que c'est des scams. Mais globalement, les gens qui voient que ça existe, ils viennent sur notre application, sur notre DApp à nous, ils peuvent mint leur preuve d'engagement. Et ensuite, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que cette preuve d'engagement, elle est très spécifique au DApp avec lequel l'utilisateur a interagi. Et ensuite, nous, ce DApp, enfin d'ailleurs, ça s'est même passé avant, mais ce DApp, on a eu un partenaire avec lui et il y a un token gated channel qui a été créé. Donc, il y a un channel qui est uniquement accessible si on détient une clé. Et donc, cette clé, c'est effectivement le NFT, preuve d'engagement qu'on a distribué. Et donc, sur ce token gated channel, nos partenaires, nos DApp partenaires vont publier des quêtes qui vont être, par exemple, aller liker un post sur Instagram, retweet un autre post, etc., etc. Et donc, globalement, l'idée, ça va être de dire, à chaque fois qu'un utilisateur va connecter son compte Twitter, son compte Instagram, son API en tout cas avec notre DApp et va interagir avec une quête. Celui-ci sera rémunéré soit avec un token de plateforme que nous on créera, mais on est encore en discussion là-dessus parce que je ne suis pas nécessairement un grand fan de créer plein de tokens qui n'ont pas une utilité folle. Donc, on est encore en train d'établir si l'utilité, en tout cas, le justifie, mais globalement, il y aura une forme de rémunération qui sera fournie avec un budget qui est établi au préalable avec les DApp partenaires. Après, Super. après, il y a tout un système de comment pousser les utilisateurs à revenir avec des quêtes journalières, etc. Mais bon, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Ça, c'est pour continuer un petit peu à faire revenir les gens, mais Ah, il y a un énorme besoin là-dessus, parce qu'en plus, c'est un mix vraiment Web 2, Web 3. On vient chercher, l'engagement sur les réseaux sociaux et autres à travers ce qu'on va mettre et le Web 3 du coup pour la récompense et c'est surtout dans les budgets marketing sur les projets qui sont, globalement souvent assez importants, qui ne ruissellent pas, forcément correctement à travers toutes les personnes qui s'engagent, pour les projets. Ça va beaucoup par exemple aux influenceurs qui prennent aussi des marges quand même assez, relativement importantes et là, tous ceux qui vont venir engager à travers des petites choses, alors on voit que ça commence à se mettre en place, c'est quand même très à la mano. Il y a rien qui est fait de manière automatisée, de manière, intelligente et demain, enfin, ce genre de choses, une fois que c'est mis en place, ça va pouvoir permettre avec des budgets marketing beaucoup plus importants ou à ISO budget d'avoir un impact bien plus important, quoi. Donc aujourd'hui, c'est mis en place, c'est encore en cours de développement, comment ça se alors là, c'est encore en cours de développement. C'est-à-dire que pour l'instant, si tu veux, comme je t'ai dit au départ, on a deux problématiques. On a la première problématique d'identifier les utilisateurs qualifiés, donc ceux qui s'engagent avec les applications décentralisées. Et ensuite, la deuxième problématique qui va être de pouvoir, qui est un peu plus Web 2, de pouvoir détecter en fait si les utilisateurs ont bien fait l'engagement pour lequel on les rémunère. Et ensuite, de pouvoir automatiquement déclencher l'envoi des fonds. Donc là, pour l'instant, on travaille en fait sur la première problématique qui est un peu compliqué, hein, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on commence à récupérer des données qui sont disponibles publiquement à partir d'indexeurs, en soi, tout le monde peut le faire. Néanmoins, il y a par exemple des personnes qui pourraient se dire, OK, mais vous récupérez des informations. Déjà, pourquoi est-ce que vous faites confiance à ces informations? C'est-à-dire que là, vous avez une source d'information, est-ce que c'est la bonne? Et donc là, on peut se dire, OK, donc est-ce qu'on va chercher les informations auprès de plusieurs sources? On établit une moyenne variable pour se dire, on s'approche en fait de la vérité, OK, admettons. Est-ce que finalement la partie algorithmique du si la personne a tant d'interactions, elle obtient tel NFT, si elle a tant d'interactions, elle obtient un autre NFT, etc. Donc toutes ces conditions-là,
où est-ce qu'elles sont traitées? Est-ce qu'elles sont traitées de manière centralisée, de manière décentralisée? Donc, on a plein de thématiques sur lesquelles on essaie de travailler. Puis, voilà, c'est aussi un travail qui est fait en discussion avec les différents parties prenantes. Effectivement, tu as parlé, et j'en ai parlé aussi, mais des utilisateurs de la plateforme, les partenaires, les DAP partenaires. Et il y a un troisième partie prenante qu'on a identifié, celui qui est surtout lié au budget pour nous, c'est les fondations. C'est-à-dire que les fondations, c'est quand même des organismes qui ont donné beaucoup de financement pour le marketing de projet. Et donc, nous, notre idée, c'est de se dire qu'on va pouvoir faire ruisseler les financements marketing des fondations à travers notre projet. Et donc, les projets seront obligés de redistribuer les subventions qui touchent sous la forme de récompenses aux utilisateurs qui s'engagent. Donc, on essaie vraiment de prendre toutes ces décisions en accord avec nos différents parties prenantes. Parce que c'est très important de créer une solution qui répond à un vrai problème et Ouais, qui sachant que prend en compte les avis de tout le monde. ouais, non, parce qu'en plus, vous pouvez faire, ce que vous voulez, donc il va falloir mettre le curseur, en fonction de ce que vous souhaitez. Puis comme tu dis, centralisation des data, une fois que vous avez agrégé tout ça, est-ce qu'on utilise un indexeur centralisé? Est-ce qu'il faut développer le sien ou alors le décentraliser complètement? Ce qui rajoute des complexités, supérieures et qui fait qu'en fait ça reporte l'arrivée du projet in fine, donc il faut que ça se fasse, vraiment par strat, quoi. Et puis les thématiques de coût, parce qu'à partir du moment où on commence à faire son propre indexeur, c'est pas le même coût. Dès qu'on fait un call à l'indexeur, bah, c'est des frais. Donc, c'est à prendre en Ouais, compte. OK, super. Heu, Donc, le troisième, le dernier, DAO tooling, Stellar. c'est ça. Alors, c'est pas vraiment Stellar, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est surtout qu'on a en fait l'un de nos développeurs qui travaille de manière très engagée avec la Stellar Foundation, évidemment. Donc là, c'est Stellar, mais par rapport au développement de toutes les solutions liées à Soroban. Donc, Soroban, c'est un peu compliqué parce que c'est pas vraiment Stellar, mais c'est un peu Stellar quand même. C'est-à-dire que c'est chapeauté par la Stellar Foundation. Mais globalement, effectivement, on a l'un de nos fondateurs qui a créé AstroDAO, donc qui est la principale plateforme de DAO, de DAO, en tout cas sur Near Protocol. Et donc là, on essaie de créer des solutions un peu similaires sur Soroban. En ajoutant un peu, j'ai envie de dire, une petite recette un peu différente qui est liée à Soroban et à cette capacité de déploiement de smart contracts. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais voilà, on essaie de créer des solutions qui permettront en tout cas de faciliter le développement de smart contracts pour des développeurs via la création d'un DAO. Mais bon, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais honnêtement, c'est super intéressant. Super, très bien. Donc toute cette expérience que vous avez capitalisée, ça permet d'avoir une deuxième casquette de CEO avec, Fungible Strategy, où aujourd'hui donc, c'était vraiment très axé, enfin comme tu m'as dit, voilà, travailler beaucoup avec des développeurs donc, très axé, tech, prendre du recul et être capable d'avoir une vision, business en train de se dire: «Bon bah, à partir de quand on va être économiquement viable? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir le» enfin, et puis mais globalement, quel est le business model pour qu'on puisse, en vivre et que ça perdure à travers le temps? Donc, ça a eu une dimension très importante dans la constitution des business models et aller chercher les fonds en plus pour, l'accompagnement à travers les grandes fondations et autres, si tu peux en dire plus? Bah, c'est-à-dire que chronologiquement, et c'est bon, c'est un peu lié aussi à l'époque, mais quand on a une casquette de CEO maintenant, on a une casquette un peu de tout. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses quand on est CEO. Et quand j'étais chez Tank, bah, je le suis toujours d'ailleurs, mais bon, j'essaie de séparer un peu les activités. En étant chez Tank, j'avais cette casquette de project manager également, où j'étais l'intermédiaire entre les projets qui venaient nous voir pour lancer leur collection NFT et nos développeurs in-house. Et donc, ce qui est assez important de mentionner, c'est que moi, je me retrouvais souvent face à des projets qui étaient constitués majoritairement de développeurs, qui avaient des idées tech, mais vraiment très intéressantes. Honnêtement, il y a des fonctionnalités qui n'existaient pas ailleurs. On se dit, waouh, c'est un projet qui a du potentiel. Pourtant, il n'y avait absolument aucun business model. Soit parce qu'ils n'avaient aucun focus business malgré le fait qu'ils avaient des profils business dans leur équipe, soit c'était juste des équipes de développeurs. Et malheureusement, c'est assez difficile de créer un projet viable sur le long terme quand on ne pense pas vraiment en business model ou alors quand il passe en second plan. Et donc, face à cette observation, effectivement, je suis amené à créer Fungible Strategy, où l'idée principale, c'était d'aider ces projets, constitués principalement de développeurs, ou en tout cas avec un focus business assez limité, en tout cas au moment T, de pouvoir ajouter des éléments un peu plus viables dans leur business model. Voilà, donc ça c'était un peu l'idée, c'est ce que j'ai fait dès le départ. Et puis le cas échéant, quand je considérais que leur business model était impeccable comparé à ce avec quoi ils avaient commencé, je l'ai poussé pour lever des fonds auprès de Blockchain Foundations. Donc Blockchain Foundations, aussi des graines DAO ou encore des incubateurs Web3 qui donnent des subventions. Alors ce qui est intéressant en tout cas de mentionner, c'est que tous ces organismes-là, c'est des organismes de financement non dilutif. C'est-à-dire que quand je parle de subventions, un autre terme, ce serait dire des donations. C'est-à-dire que les projets, ils vont recevoir ces sommes pour développer dans les écosystèmes. Et la seule chose en tout cas, que l'écosystème ou la fondation peut attendre en retour, c'est que le projet délivre. C'est-à-dire qu'ils construisent vraiment sur l'écosystème. Donc ça, c'est super intéressant pour les projets qui sont dans des stades de développement très précoces, très early, parce que les fonds, c'est souvent un problème. Et c'est pour ça que j'ai été amené à aider des projets qui, honnêtement, sont venus vers moi. Ils avaient juste un white paper, un business model un petit peu réfléchi, et on a tout construit ensemble. Et c'est assez satisfaisant de pouvoir les pousser auprès de fondations, de les voir récupérer des fonds, puis ensuite de construire une solution qui fonctionne. Et Ouais. voilà. Et je dois avouer quand même
que ce second focus de, récupération de fonds, maintenant ça représente 80 de mon travail parce que, bah, du bouche à oreille fait que, les projets qui viennent me voir sont un peu moins précoces qu'avant et bah, sont plus, prêts à récupérer des fonds. Et puis tout le monde cherche de l'argent, quoi. Enfin franchement, de toute façon, pour développer, il y a un moment, et cette nouvelle solution, non dilutive pour éviter qu'on rentre au capital de la société, qu'on se fasse bouffer 10-15-20 aussi, ça intéresse, de plus en plus. Les fondations sont là aussi pour pousser, donner, pour qu'on puisse développer aussi sur ces protocoles, là. Et puis par rapport au business, moi je suis effaré de voir, sincèrement, moi j'ai une question toute simple que j'aime bien poser, c'est, quand je reçois par exemple un petit pro un projet, c'est de dire, à en fonction de ce qu'ils font et de leurs, variables, à partir de combien de montants sous gestion, de contrats, de transactions et cetera, vous allez devenir économiquement viable avec vos coûts fixes et vos coûts variables? Et à quelle date vous pensez que vous allez arriver à cette viabilité-là? Et entre aujourd'hui et cette date-là, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir le faire? Vraiment les 3 choses de base, il y en a plus de la moitié qui savent pas, quoi. Alors que c'est, quand quand tu es en mer, bah, ton bateau, tu es obligé de donner un cap et du coup, d'avoir un recul axé business quand les gens sont très dans la tech, c'est primordial, quoi. Parce que si on voit que c'est pas possible en faisant cette première étude, ça permet de pivoter assez rapidement et une fois que c'est bien propre, comme tu dis, bien cadré, et que c'est solide, bah, pousser pour avoir des grantes, et aujourd'hui, bah, ça m'étonne pas que ça prenne une grosse part de ton temps parce qu'il y a une réelle demande, surtout dans un contexte, on va dire, plus difficile pour l'écosystème, pour aller chercher des fonds, où les VC en plus ont pas fermé le robinet, mais ont quand même bien ralenti, et on dit que tout le monde on build, mais oui, oui, il y avait aussi beaucoup de projets qui ont besoin de fonds pour pouvoir avancer, donc Non OK, très top. et puis c'est vrai que j'ai pas mentionné, mais ces 2 projets sont en fait incubés à l'incubateur de l'ISEC, donc ça s'appelle ISEC Ventures et par expérience, j'ai vu des projets blockchain passer par l'incubateur et ces projets, dès qu'ils ont besoin de fonds, ils vont voir l'incubateur en disant: «On a besoin de VCs, c'est urgent, il faut qu'on récupère des fonds» et puis On va arriver sur la fin de l'interview, Enzo. Bon, petite question, classique un petit peu que je pose. En termes d'adoption, quels vont être les points de passage, principaux selon toi? Que ça soit, voilà, la régulation, la maturité technologique, la maturité dans la prise de décision, des business ou des particuliers pour qu'en fait ces solutions, la blockchain puissent, bah, s'implémenter, voilà, doucement et progressivement dans notre quotidien. Qu'est-ce que tu regardes de près? Heu, oui, évidemment, la régulation, enfin, je veux dire, en Europe, que ce soit avec MiCA ou, en tout cas, le développement aussi de CBDCs, je suis beaucoup ces choses-là parce que, je suis assez conscient que, le seul moyen pour que ma mère décide d'accepter les cryptos et les technologies blockchain, c'est que le gouvernement dise: «Ça va, il y a moins de risques». Honnêtement, hein, donc à chaque Ah fois, ouais. j'essaie de me mettre à la place de ma mère. Je me dis: «OK, je remonte des années en arrière, j'essaie de me mettre à la place d'une autre génération. Qu'est-ce qui fait que je pourrais accepter, l'adoption de ces technologies?» Et franchement, je pense que je pense que ça doit passer en tout cas par une certaine acceptation du gouvernement et un certain chapeautage, des gouvernements à ces sujets. Après, certains diront que ça va contre le motto des blockchains d'être totalement décentralisé, sans contrôle des gouvernements. Je suis d'accord, mais en même temps, si on veut que la technologie se développe vraiment, il faut aussi accepter que, bah, tout n'est pas toujours comme on le souhaiterait. Ouais, puis même faut protéger, enfin, faut être capable de protéger dans une certaine mesure, les clients, les utilisateurs, que ça soit des particuliers, que ça soit des business, pour pouvoir les rassurer, quant à l'utilisation de ce genre de solution. Parce qu'en plus, on voit tellement de choses, qui sortent, qui partent dans tous les sens, par manque de cadrage. C'est sûr que ça doit voilà, ça va venir progressivement. Le problème, c'est que généralement, bah, il y a beaucoup d'inertie dans ce genre de prise de décision, avec des technos qui évoluent toujours de plus en plus. Donc bon, on va suivre ça de près. Je te remercie pour ton temps et ton partage, Enzo. Merci.